Bienvenue dans cette analyse où l'on va s'intéresser à un sujet à la fois fascinant et un peu vertigineux, les tumeurs embryonnaires. Ce sont des cancers qui naissent vraiment au tout début du développement humain. Alors pour commencer, il faut se poser une question qui est fondamentale, presque philosophique. Comment est-ce qu'une seule, unique cellule peut arriver à construire un être humain entier, avec toute sa complexité? C'est un vrai miracle de la biologie. Mais voilà, la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est et que se passe-t-il si certaines de ces cellules, ces puissantes bâtisseuses, on va les appeler comme ça, si elles ne suivent pas le plan à la lettre? C'est exactement là qu'on entre dans le vif du sujet. Ok, alors, on va explorer ça plus en détail. D'où est-ce qu'elles viennent précisément ces tumeurs? Pour le comprendre, il faut vraiment remonter aux origines, aux toutes premières cellules. Alors, la définition, c'est quoi? Une tumeur embryonnaire, en fait, c'est une prolifération de cellules. Ça peut être bénin ou malin. Mais le point clé, c'est que ça vient des cellules primitives d'un organe. Pour se faire une image, c'est comme si ça venait des toutes premières briques de construction de notre corps, bien avant que le bâtiment soit fini. Et qui est-ce que ça touche? Ce sont principalement les enfants, les tout petits. Souvent, ça apparaît même pendant la première année de vie. Et ça peut se développer dans des endroits très différents, La rétine, le rein, le cervelet ou encore les gonades. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si elles peuvent apparaître un peu partout, on peut en fait les classer en deux grands groupes. Et tout, absolument tout, dépend de la cellule d'origine. Alors, on a deux chemins possibles, deux grandes familles. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les tumeurs du blastème. Celles-là, elles viennent des cellules bâtisseuses d'un organe bien spécifique. Et de l'autre côté, on a les tumeurs germinales. Et là, attention, c'est différent. Elles proviennent des cellules reproductrices primordiales. En gros, les cellules maîtresses qui détiennent tout le plan de la vie. Bon, allons-y, plongeons dans la première catégorie, les tumeurs du blastème, celles qui viennent donc de ces fameux bâtisseurs d'organes. Typiquement, ce sont des tumeurs malignes qu'on voit chez les enfants de moins de 5 ans. L'idée, c'est un peu comme s'il restait sur un chantier des cellules ouvrières qui n'ont jamais eu le mémo disant « stop, le travail est fini ». Du coup, elles continuent de se multiplier. Prenons un exemple concret, un des plus connus. C'est une tumeur qui touche l'œil, le rétinoblastome. Alors, le rétinoblastome. Comme son nom l'indique, ça vient des cellules primitives de la rétine. Il faut savoir que c'est la tumeur de l'œil la plus fréquente chez l'enfant. On la repère souvent grâce à un signe très particulier, la leucocorie. C'est ce petit reflet blanc qu'on peut voir dans la pupille, sur les photos par exemple. Et ce qui est hyper important, c'est que son origine peut être soit sporadique, soit héréditaire. D'ailleurs, c'est la forme héréditaire, liée au gène RB, qui a été un des tout premiers exemples nous montrant le lien direct entre un gène et le cancer. Ok, après l'œil, on passe à un autre organe souvent touché par ce type de tumeur bâtisseuse, le rein. On parle ici du néphroblastome, qu'on connaît aussi sous le nom de tumeur de Wilms. Ce qu'il faut vraiment retenir sur la tumeur de Wilms, c'est d'abord sa fréquence. C'est quand même la deuxième tumeur solide la plus courante chez l'enfant. En général, on la découvre vers l'âge de 3 ans, souvent parce qu'on sent une masse dans l'abdomen. Mais le plus dingue, c'est sa structure. Quand on regarde à l'intérieur, on trouve un mélange de tissus primitifs et parfois même, tenez-vous bien, des bouts de muscles ou de cartilage. Une sorte de démonstration complètement chaotique du pouvoir de ces cellules bâtisseuses. Voilà pour les tumeurs des bâtisseurs. Passons maintenant à la deuxième grande catégorie. Et là, on remonte encore plus loin, à des cellules encore plus fondamentales, les tumeurs germinales. On pourrait les appeler les tumeurs des cellules maîtresses. Alors, d'où viennent-elles, celles-là? Elles naissent à partir des cellules du plan directeur du corps. Ce sont les fameuses cellules primordiales qui sont censées, à terme, devenir des spermatozoïdes ou des ovules. On est donc vraiment à la source. Du coup, où est-ce qu'on les trouve? Logiquement, dans les gonades bien sûr, les testicules ou les ovaires. Mais, et c'est ça qui est surprenant, on peut aussi les trouver tout le long de la ligne médiane du corps. Et il y a une raison à ça, une raison simple et même assez élégante. C'est parce que ces tumeurs suivent le chemin de migration, le voyage que font ces cellules primordiales pendant le développement de l'embryon. Et là encore, prenons un exemple, peut-être l'un des plus connus et des plus fascinants, le tératome. Ce qui est incroyable avec les tératomes, c'est ce qu'on peut trouver dedans. C'est un mélange complètement dingue et chaotique de tissus dérivés des 3 grandes couches de cellules de l'embryon, celles qui, normalement, donnent naissance à absolument tous nos organes. C'est pour ça qu'on distingue les tératomes matures, qui sont bénins, des tératomes immatures. Eux, ils sont malins parce qu'ils contiennent des tissus qui sont restés bloqués à un stade embryonnaire. D'ailleurs, la description qu'on en fait en médecine est assez parlante. On lit des choses comme un contenu pâteux, jaunâtre, du sébum, des cheveux, des dents, de l'os, oui, des dents, des cheveux. Ça montre bien la puissance créatrice folle de ces cellules primordiales, mais qui s'exprime ici de façon complètement anarchique. Bon, après avoir vu tout ça, on est en droit de se demander, mais au final, à quoi ça sert de classer tout ça?
pourquoi faire ces deux grandes familles? Eh bien, c'est une question cruciale. En médecine moderne, connaître l'origine d'une tumeur, c'est absolument fondamental. Cette classification, ce n'est pas juste pour faire joli dans les livres. Non, c'est la toute première étape indispensable pour comprendre comment la tumeur va se comporter, pour poser le bon diagnostic et évidemment pour choisir le traitement le plus adapté. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étude de notre propre développement, ce qu'on appelle l'embryogénèse, est la clé pour comprendre ces maladies. C'est un principe de base en fait. Pour comprendre ce qui ne va pas, il faut d'abord parfaitement maîtriser ce qui est censé se passer normalement. Et tout ça, ça nous laisse avec une question ouverte, une réflexion pour l'avenir. Qu'est-ce que nos toutes premières cellules, nos cellules les plus primitives, peuvent encore nous apprendre sur la santé et la maladie? La question reste posée et les réponses sont sans doute aussi complexes et fascinantes que le développement lui-même.